Ces merveilleuses, ravissantes, séduisantes femmes, affectueusement appelées les Nanabens, parcouraient des milliers de kilomètres au lendemain des indépendances jusqu'aux confins de l'Europe, de l'Afrique, afin de s'approvisionner en wax, en tissu africain pour alimenter le Togo et la sous-région ouest africaine. Leur leadership, leur résilience et leur audace ont transcendé les frontières nationales et celles de l'Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, dans ce présent débat, nous nous interrogerons sur l'héritage légué par les Nanabens. Combien d'universités, combien d'écoles ont été érigées par ces dames afin de transmettre leur génie managérial? Au cours de ce présent procès, nous aurons l'occasion de pénétrer les méandres de l'histoire des Nanabens. Nous allons enfoncer le doigt plus loin en interrogeant la responsabilité individuelle de chaque Nanabens. Nous vous invitons donc à vous concentrer. Vous allez vivre un spectacle étincelant avec des acteurs hors pair. Nous aurons surtout le privilège de remonter l'histoire, ressusciter des personnalités politiques du temps qui ont vu, qui ont vécu, qui ont entendu et qui ont côtoyé les Nanabens, afin qu'à travers leurs témoignages, nous puissions avoir une idée de cette époque historique des Nanabens. Le Togo est un pays et un État très hospitalier, accueillant et surtout très diversifié. Voilà la raison pour laquelle nous aurons l'occasion d'interroger diverses expertises et nous aurons l'occasion d'écouter un sociologue et un entrepreneur moderne qui nous donneront leur point de vue sur la question des Nanabens. Les Nanabens n'étaient pas stériles. Elles avaient des enfants. Voilà pourquoi nous aurons cette opportunité d'écouter une héritière de Nanabens qui nous fera un témoignage sur son appréhension de l'héritage légué par ses mères, par ses ancêtres. Nous sommes au Togo dans un état de droit. Et selon la constitution togolaise de la 5e République, instituant le régime parlementaire, le Togo nous garantit à tous le droit à un procès équitable. Voilà pourquoi les Nanabens seront aujourd'hui défendus par une horde d'avocats. Des avocats hors pair, des avocats qui ont la rhétorique, l'élégance et la gomologie pour défendre la cause des Nanabens. Le procès, tous les ingrédients du procès étant ainsi donc réunis, nous allons dans quelques secondes vivre ce spectacle inédit pour lequel vous avez tous et toutes été conviés. Mais bien avant, vous vous posez sans doute la question de savoir où sont les Nanabens, ou encore qui va représenter les Nanabens. Nous avons donc la chance d'avoir parmi nous ce soir une dame qui représentera les Nanabens. Et exceptionnellement, je vais vous prier, cher public, charmant public, que nous puissions accueillir l'accusé de Nanabens avec des ovations bien nourries, s'il vous plaît. Les ovations ne sont pas assez fortes, voilà pourquoi elle prend le temps de sortir. Des ovations historiques et inédites, s'il vous plaît. Alors, en ma
qualité de ministre de la Justice, garde des Sceaux, je reconnais donc que tous les ingrédients, tous les éléments constitutifs d'un procès sont donc réunis et effectifs. Nous allons donc laisser place au procès. La Cour, veuillez vous lever s'il vous plaît. Vous pouvez vous rasseoir. La séance est ouverte. Mesdames et messieurs, Blaise Pascal, en son temps, affirmait ceci: la justice sans la force est faible et la force sans la justice est tyrannique. Il faut donc mettre ensemble la justice et la force, et pour cela faire en sorte que ce qui est fort soit juste et ce qui est juste soit fort. C'est une citation que nous avons apprise depuis nos jeunes classes universitaires en faculté de droit, que nous avons renforcée à l'école de magistrature. Et aujourd'hui, du haut de mes 30 ans de carrière dans la magistrature, jamais un procès n'aura eu autant de retentissement que celui qui nous rassemble tous en ce jour. C'est certainement la dernière affaire de mon âge, puisque je me fais déjà vieux, mais c'est certainement une affaire qui me permettra de contempler l'histoire et de découvrir sa beauté. À la barre de mon prétoire, aujourd'hui, le ministère public a trait ce qui jadis constituait l'ADN de notre pays, le Togo, les Nanabins. Pour cause, le ministère public les accuse de faits graves à la lueur du code pénal togolais, répartis notamment en faits constitués de s'être constitué en une classe élitiste, évoluant en vase fermé et totalement réfractaire à toute ouverture, comme cela se devait être le cas dans une société qui se réclame une nation et par ricochet prônant le vivre ensemble. Le ministère public va encore plus loin. Les faits ne sont pas que graves, mais criminels, puisque le parquet les accuse d'avoir manqué à leur obligation morale, voire culturelle, de léguer leur savoir à la génération qui les a suivis. Mesdames et messieurs, le procès qui se tient en ce jour sera pour nous une opportunité d'ausculter le passé pour assumer le présent et mieux penser l'avenir. Chers jurés, sur vous repose en ce jour une lourde responsabilité, celle de condamner ou de relaxer. Que votre raison prime sur vos sentiments afin que la justice que vous rendrez en ce jour au nom du peuple togolais soit celle de la victoire sur la vérité, soit celle de la victoire sur le mensonge. Veuillez m'excuser, je me fais vieux, je le disais. Mais également celle de la victoire sur les suppositions et les spéculations. Tout de suite, je vais donc prier Madame le procureur général, près de notre tribunal, de bien vouloir s'avancer et de nous faire état de son réquisitoire portant sur les chefs d'accusation. Je voudrais que durant tout le temps de ce procès, le silence puisse régner en maître. Et pour cela, je vous prie de bien vouloir ne pas oublier de ramener vos téléphones en mode normal à la fin de ce procès. Madame le procureur, vous avez la parole.
Merci, Monsieur le Président, pour la parole accordée au parquet. Nées dans de petits villages du Togo, elles sont très vite passées de l'anonymat à la gloire, alliant stratégie et leadership tout le long de leur ascension. Elles, ce sont les Nanabens. Elles ont su élever le niveau économique du Togo et promouvoir le textile avec une maîtrise chirurgicale qui force le respect. Ces femmes sont un modèle de dynamisme économique et une profonde source d'inspiration. Et pour ça, je ne peux que les applaudir. Mais derrière le moteur des Mercedes-Benz, derrière les wax qui volent au vent, se cache une réalité bien plus glaçante, un lourd secret, un héritage que l'on refuse de transmettre, des femmes innocentes brisées, à jamais marquées par la cruauté d'un succès que l'on refuse de partager, par la réalité du vrai visage de ces femmes qui vous frappent en plein cœur telle l'épée d'Excalibur. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les jurés, Auguste Cour, ce soir le plaisir n'est pas mien, mais j'ai fait le serment de faire régner la justice, quitte à assumer l'accusation d'un homme ou d'une femme dont la terre entière dit du bien. Les Nanabens ont bien caché leur jeu, il faut l'avouer. Mais vous constaterez à l'issue de notre réquisitoire que leurs faits, tels que l'accaparement de richesses, la proximité avec le pouvoir politique, l'absence de vision à long terme et l'échec dans la transmission de l'héritage ont causé des préjudices moraux et par ricochet à de petites commerçantes ainsi qu'au reste de leur entourage. Nous allons donc sans plus tarder poser les bases de notre accusation. Selon l'article 1382 du Code civil togolais, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Pour parler de responsabilité civile, il faut nécessairement la réunion de 3 éléments. Un fait générateur, un préjudice subi et un lien de causalité entre le fait générateur et le préjudice subi. Monsieur le Président, Messieurs les jurés, venons-en aux faits. Le succès des Nanabens s'est limité à une élite très restreinte. Elles n'ont créé aucun modèle d'inclusion permettant aux jeunes commerçantes de suivre leur succès ou encore d'avoir accès à elles. Résultat, ce modèle élitiste a accentué les inégalités entre les commerçants. Ce fait a entraîné un préjudice moral, car oui, victimes de la totale fermeture de celles qui sont censées leur transmettre l'art de vendre, les autres commerçantes n'ont eu d'autre choix que d'abandonner le commerce. Oui, elles sont arrivées avec un seul rêve, celui de pouvoir atteindre un jour la notoriété des femmes qu'elles appelaient modèles d'inspiration. Mais ces dernières, avec leur forme généreuse, étaient assises tout bonnement sur toute la richesse et sur tout l'héritage, refusant catégoriquement de le transmettre. Honte à vous. L'abandon du commerce étant lié à la concentration des richesses et au refus de transmission des techniques, le parquet retient la responsabilité des Nanabens. Tel l'amour brûlant entre Marc-Antoine et Cléopâtre, les Nanabens ont elles aussi entretenu une relation très brûlante avec le wax hollandais et les produits de l'extérieur. Et oui, la Chine était leur Roméo, les Pays-Bas leur Don Rodrigue. Et dans tout ça, à aucun moment elles n'ont pensé à promouvoir le local. À aucun moment, ça ne leur est passé par la tête qu'il fallait créer des infrastructures de promotion des pagnes ou des tissus du terroir. Mesdames, que faites-vous du pagne fait main? Résultat, lorsque les pagnes de 1000 francs venus de Chine ont commencé à piluler sur le marché, elles n'avaient aucune stratégie de résilience. Ce fait a entraîné un préjudice matériel, car l'économie du Togo en a pris un coup. Le PIB ayant chuté gravement à cause de la commercialisation de ces pagnes contrefaits, contrefaçon provenant lui-même d'une relation entre les Nanabens, parce que oui, vous allez venir me dire qu'il est de la responsabilité de l'État de condamner toutes les personnes responsables de
de ces contrefaçons. Mais moi, je vous dirais que ce sont elles qui ont ouvert la porte. Ce sont elles qui ont tissé les premières relations. Alors ne venez pas demander à l'État de s'immiscer tel le père de Chimène entre l'amour qui existait déjà. Ce n'est pas notre responsabilité. Pionnière du leadership, oui. Modèle de courage et de résilience. Mais encore, les faits sont là et ils parlent d'eux-mêmes. Et avec eux, des préjudices non négociables. Monsieur le Président, messieurs les jurés, ce soir, votre décision est très attendue. Sera-t-elle pour toutes ces filles et femmes qui ont été réduites à souffrir en silence pendant de nombreuses années, pendant que d'autres s'enrichissaient? Ou allez-vous vous aligner derrière l'élite? Les Nana Benz ont par leur fait causer de nombreux dommages et il convient, conformément aux lois en vigueur, qu'elles le réparent. C'est pourquoi le parquet demande la condamnation des Nana Benz au paiement d'une amende de 70 millions de francs CFA en réparation du préjudice subi par toutes les personnes qui ont été victimes de leurs actes. Cet argent ne suffira pas à effacer la douleur que ces femmes ont subie. Cet argent ne viendra pas panser les plaies de nombreuses années. Néanmoins, ce sera un soulagement. La preuve que la justice existe pour les plus vulnérables. Il servira à construire des centres de formation pour les petites commerçantes, mais ce sera aussi une manière d'encourager leur business. Que la vérité coule comme un fleuve paisible et que justice soit. J'ai dit, j'ai plaidé et je vous en remercie. Madame le procureur, la Cour vous remercie pour votre réquisitoire. Et comme je l'avais dit tantôt, notre pays, le Togo, garantit un procès équitable à tous, car toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue et défendue, et jugée à l'issue d'un procès qui lui garantisse tous les droits nécessaires. Et qu'aurait donc été ce procès si l'accusée elle-même, Madame Nana, et prénom Benz, n'était pas à ce procès. Mesdames et messieurs, chers membres de la Cour, chers jurés, la Cour va prier donc Dame Nana Benz de bien vouloir s'avancer ici à ce prétoire, de décliner son identité à la Cour, de lever la main droite, de dire la vérité, rien que la vérité, uniquement que la vérité et surtout purement que la vérité. Je le jure. La Cour vous écoute. Mesdames et messieurs les juges, chers témoins de l'histoire, on m'accuse, vous m'accusez. Moi, une Nana Benz. On dit que je n'ai rien laissé, rien transmis, rien bâti de solide pour résister au temps. Mais avez-vous seulement regardé ce que nous avons vécu dans notre temps? À une époque où les femmes devaient se taire et l'économie était portée par des hommes, nous avons osé franchir les frontières. Ma sœur, Fumilayo Ransom Kuti du Nigeria disait: quand les femmes se lèvent, les nations ne peuvent plus dormir. Nous nous sommes levés. Dans les années 60-70, nous avons réveillé l'économie nationale et internationale. Et prouvé d'ailleurs au monde entier que les femmes pouvaient être des piliers de prospérité. Nous sommes devenues, oui, riches et puissantes. Grâce à quoi? À notre travail. Nous sommes partis de rien. Un lot de pagne sur la tête. Nos bébés au dos. Des nuits sans sommeil. De nos mains, de nos idées, nous avons bâti un empire. Vos amours sont encore habillés de nos créations. Ma femme, mon mari est capable. Fleur de mariage, pomme de divorce, l'omerwani, souklepé. Je cours plus vite que ma rivale. Et j'en passe.
Ces noms n'étaient pas de simples paroles. C'était des récits, des fragments de nos vies. Des pages tissées vraiment dans le tissu, ça racontait nos histoires. Le Waxy hollandais portait une facture européenne, mais nous l'avons payé. Réinventé, enraciné dans nos traditions. Et surtout, nous avons réussi à en faire une signature africaine. Comme le disait une autre sœur, Aminata Traoré, elle est malienne politique. Ce que l'Occident exporte n'a pas toujours de valeur, sauf quand l'Afrique s'en empare et lui donne une âme. Nous avons donné une âme au pagne. Dans les années 70, nous contrôlions près de 40% des importations textiles de ce pays. Nous avons fait du Togo la plaque tournante du textile en Afrique. On nous reproche nos liens avec le pouvoir, nos dépenses. Mais comment importer sans négocier? Comment faire vivre nos affaires sans frapper aux portes des décideurs? Qui le fait? Et même devenir des alliés, devenir puissante, c'était de la stratégie, s'il vous plaît. Nous avons réussi. Ce n'est pas un privilège. On nous reproche nos Mercedes, Benz, nos villas. Si c'était à refaire, nous le referions. Comprenez bien, ces symboles n'étaient pas de la vanité, mais des victoires dans une société qui voulait nous rendre invisibles. Nous sommes des femmes et nous sommes visibles. D'ailleurs, derrière ce luxe, derrière le cuir des sièges, les maisons, il y avait des enfants scolarisés, grâce à nous, des familles nourries, des dons en chiffres, des villages, des quartiers respiraient grâce à nous. Oui, les grands décideurs de ce pays ont pris place dans nos voitures. Ils n'en avaient pas. Nous avons sauvé l'honneur de ce pays maintes fois. Nous sommes patriotes. Quoi dire d'autre encore? J'ose dire matriotes, que l'histoire le mentionne. Mais reconnaissons-le, vous ne nous avez pas protégés. La mondialisation nous a secoués, c'est vrai, avec l'arrivée de l'Asie sur le marché. Mais d'ailleurs, c'est vous qui les avez ouvert la porte, sans contrôle. Et l'Empire s'est effrité. Et puis, entre nous, c'est vrai, chacune tirait d'abord le pagne de son côté. Car la plus riche semblait être la plus respectée. Mais nous étions des sœurs très, très unies. J'ai versé des larmes. J'ai enterré des sœurs parties très tôt à cause de l'injustice. Emportées par la concurrence, par l'oubli. Notre héritage est aujourd'hui quand même visible. Connaissez-vous Ariakwa Sewa Manavi, l'une de nos pionnières? Personne? Sa fille Sewa, Marguerite, elle a su prolonger l'héritage et demeure aujourd'hui mécène de grands événements, de grandes entreprises, de grands événements. La troisième génération avec Lawson Aziablé Nabou, elle poursuit l'œuvre, s'il vous plaît. Et ça, ce n'est que l'exemple de Manatex. Et cet exemple n'est qu'un exemple parmi tant d'autres, ce sont des traces de transmission. Et comme le disait souvent ma très chère sœur Dédé Rose Crépi, paix à son âme, aimer son peuple, c'est bâtir pour lui, même quand on sait qu'on ne verra pas tout fleurir. J'aurais voulu transmettre davantage, mais ce que j'ai laissé est déjà immense. Nous avons nos enfants. Et nous avons pris aussi des enfants avec nous que nous avons nourris, protégés. Elles sont aussi devenues puissantes aujourd'hui dans les marchés. Vous les appelez les nanettes. Elles se réinventent, elles résistent. Certaines ont suivi nos pas, d'autres ont choisi d'autres voies. Mais n'est-ce pas là ouvrir le champ des possibles? Si des femmes présidentes gouvernent, si des Africaines dirigent des entreprises,
Si des jeunes filles osent créer des start-up, conquérir l'espace numérique, c'est parce qu'un jour elles nous ont vus. Elles ont entendu notre histoire. Comme le rappelait ma sœur militante kenyane, Wangari Maathai, ceux qui portent l'avenir doivent honorer leurs racines. Nous sommes les racines. Et comme on le dit dans notre langue, alors si aimer son peuple, faire rayonner son pays et faire vibrer positivement l'économie, nourrir ses enfants, porter haut les couleurs d'une nation, est donc un crime, alors ce soir je plaide coupable. Parce que nous vous avons tout donné. Mais vous, que faites-vous aujourd'hui, je vous le demande? Où est notre musée annoncé des années? Où est notre galerie pour attirer investisseurs et touristes? Pour connaître l'histoire de nos pagnes? Où est notre monument, notre place, nos rues à nos noms? Où est ce marché entier construit du pagne intitulé les Nana Benz? Où est l'industrie textile qui porte notre nom? Ah, Sigame, même un immeuble, vous n'avez pas désigné d'immeuble au nom des Nana Benz. Je n'ai rien vu. Où est l'école primaire, secondaire, supérieure, lycée au nom des Nana Benz? Pourquoi nos manuels scolaires enseignent-ils les batailles des autres, mais taisent les victoires de nos marchés, notre histoire? Nous avons contribué à l'indépendance de ce pays. Ne nous demandez pas de tout faire. Faites votre part, s'il vous plaît. S'il vous plaît. J'affirme donc, au regard de tout ce narratif, que je ne suis pas coupable. Ce que j'ai laissé, c'est le courage de se lever chaque jour, de savoir gagner de l'argent, d'en profiter. Ça ne fait du mal à personne. Mon héritage est un appel à la liberté économique des femmes d'Afrique. Nous, les Nana Benz, nous avons ouvert la voie. Alors aujourd'hui, je suis épuisée, fatiguée, mais je suis fière. Et donc, parce que l'héritage existe, pour toute cette génération qui nous suit, nous copie comme des références, je plaide non coupable. Merci. Dame Nana Benz, la Cour vous remercie pour votre intervention et par la même occasion vous prie de ne pas vous fatiguer très tôt puisque ce procès ne fait que commencer. Mesdames et messieurs, l'histoire, dit-on, est le récit des hommes du passé. Il est également le témoignage de ceux qui ont transcendé l'histoire afin de pouvoir éclairer notre présent. Dans le cadre de ce procès, certains témoins permettront la manifestation de la vérité. Et au titre de ces témoins, je voudrais appeler ici à la barre le témoin historique numéro 1, à la personne de M. Emmanuel Saglavi. Monsieur Emmanuel, avancez-vous s'il vous plaît. La Cour a déjà décliné votre identité que vous pouvez confirmer ou infirmer. Toutefois, votre main droite levée doit promettre à cette Cour de ne dire rien que la vérité et uniquement que la vérité. Je le jure. La Cour vous écoute. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs de la Cour, je suis très honoré ce soir d'apporter mon témoignage de ce que j'ai vu et de ce que j'ai vécu de l'époque des Nana Benz. En effet, à une certaine époque, les Nana Benz étaient au sommet de leur gloire. Elles représentaient tout ce qu'il y avait comme réussite. Elles imposaient le respect par le symbole de leur réussite. Mais je me souviens également de cette époque parce qu'elle était marquée par le fait qu'elles entretenaient un lien étroit avec le pouvoir politique en place, ce qui leur donnait des avantages immenses pour profiter des devises et des avantages d'importation. À cette époque,
Obtenir des devises n'était pas chose facile pour le commun des commerçants. Mais pour elle, il n'y avait aucune restriction. Les portes des banques, les portes des douanes étaient grandement ouvertes en ce qui les concerne. Aussi, je me souviens que dès que les cargaisons arrivaient au port, elles avaient déjà les mêmes mises sur leurs containers qui étaient quand même immenses, et ceci sans restriction. Les procédures étaient très complexes en ce qui concerne l'octroi de ces devises, mais pour elles, tout semblait être facile, parce qu'elles avaient des avantages immenses en ce qui concerne les liens qu'elles entretenaient avec le pouvoir politique en place. Elles avaient une telle influence sur les grands décideurs de cette nation, et cette influence leur permettait d'avoir des accès très faciles. Et par ricochet, elles ont su imposer leur monopole sur le marché, et par ricochet également, détourner ou effacer la concurrence. Mais voyez-vous, ce privilège était à double tranchant. Parce que le fait pour elles de s'appesantir sur des avantages politiques rendait leur indépendance vulnérable. D'autres femmes, à cette époque, voulaient même comploter contre elles. Elles se disaient que lorsqu'elles vont détourner, elles vont changer le pouvoir politique, elles verront ce que ces nanabens vont devenir. Parce qu'elles se disaient, mais pourquoi elles? Et qu'elles étaient laissées pour compte. Elles avaient des dons contre ces nanabens-là. Et ceci effritait le lien social dans notre communauté. Ceci m'amène à constater l'ambivalence de cette situation, qui d'ailleurs nous fait comprendre que d'autre part, que d'une part, il y avait les nanabens qui représentaient une fierté nationale, sans équivoque. Elles représentaient cette fierté-là dans le sens où elles étaient des femmes très puissantes, des femmes qui pouvaient discuter d'égal à égal avec l'autorité publique, avec les ministres, avec les députés. Notons qu'à l'époque, j'étais quand même député. Et pour avoir accès à ces femmes, rassurez-vous, c'était un combat. En tout cas, en ce qui concerne nous les députés, on devait même aller chez elles pour prendre des rendez-vous, c'était pas facile. Et d'autre part, il y avait ce lien qu'elles entretenaient avec le pouvoir qui créait un sentiment d'injustice dans la population. Parce qu'il y avait d'autres femmes qui se disaient pourquoi est-ce qu'elles doivent bénéficier de tous ces privilèges et qu'elles autres, elles sont laissées pour compte. Mesdames et messieurs, je ne suis pas venu pour noircir la mémoire des nanabens. Je ne fais que témoigner de ce que j'ai vu, de ce que j'ai vécu de cette époque. Et rassurez-vous, derrière toutes les belles histoires qu'on nous raconte sur les nanabens, il y a également le miroir qui est très sombre. Je vous remercie. Ce témoignage est une honte, monsieur le juge. Maître, calmez-vous. C'est une honte, monsieur le juge. Silence. Silence dans ma cour. Silence, maître. Je vous prie de garder votre silence ou je serai obligé de vous retirer votre toge. Mesdames et messieurs, nous remercions le témoin historique numéro 1 pour son témoignage duquel j'ai cru entendre que les nanabens avaient une telle influence sur le pouvoir politique. Je voudrais ici maintenant rappeler que, mis à part la pression atmosphérique, la Cour, au sein de laquelle j'assure la présidente, ne subira aucune pression ni influence. À la suite du témoin numéro 1, la Cour voudrait inviter ici et maintenant le témoin historique numéro 2. L'histoire est chargée de témoignages, on peut le retenir ainsi. Et ce témoin historique numéro 2 est M. Samuel Afo, qui, contemporain d'Emmanuel Saglavi, viendra également ici nous livrer sa part de vérité, sa part de témoignage. Samuel Afo, continuez d'avancer comme vous l'avez commencé. Et devant le prétoire et devant le micro, juré devant la cour et devant son honorable audience de dire la vérité, rien que la vérité et uniquement que la vérité. Je le jure. La cour vous écoute. Merci beaucoup. Autrefois encore, les femmes ne disaient pas à leur mari, si tu sors, je sors avec des mots, mais c'était avec un pain. Autrefois encore,
les femmes ne se vantaient pas de la richesse de leur mari avec des phrases, mais c'était avec un pagne. Mon mari est capable. Les Nana Benz n'ont pas seulement commercialisé le pagne au Togo, ni en Afrique de l'Ouest, mais elles ont réussi à en faire un langage de communication. Monsieur le Président de la Cour, Mesdames, Messieurs les jurés, est-ce ministre du gouvernement? Pour ma part, je n'ai jamais subi une pression venant des Nana Benz. Ce soir, je viens pour témoigner de ce que nous avons vécu, de ce que nous avions vu, et je vous invite à l'écouter. Dans les années 1940, ces femmes ont commencé par voyager, aller au Ghana pour acheter du pain et revenir en vendre au Togo. En 1950, le Ghana a connu une crise. Les Nana Benz, courageuses, ont redirigé ce commerce vers le Togo. Elles sont allées jusqu'à conseiller Vlisco sur les couleurs, les motifs qui pouvaient attirer la clientèle. Alors, elles ont obtenu l'exclusivité avec un accord qui a été signé. Elles sont devenues les premières femmes à vendre ce pain en Afrique de l'Ouest. Elles sont devenues les toutes premières femmes millionnaires de la sous-région. Naturellement, elles sont devenues par ricochet les toutes premières femmes à rouler dans des Mercedes-Benz, d'où leur nom, Nana Benz. Ce soir, au lieu de les juger, ce soir, au lieu de continuer par croire qu'une femme ou des femmes ne peuvent que réussir avec l'aide des hommes politiques, il est plutôt essentiel pour nous, ici présents, de retenir trois choses. D'abord, qui sont les Nana Benz? Je vous ai déjà raconté l'histoire. Ensuite, quel était leur impact sur le Togo, la société, l'économie et la politique? Et pour terminer, que devons-nous retenir de leur histoire? Monsieur le Président de la Cour, Mesdames, Messieurs les jurés, permettez-moi de continuer mon témoignage, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Les Nana Benz n'ont jamais été du reste en ce qui concerne l'indépendance de notre pays, le Togo. Aujourd'hui, on les reproche à ce lutrin ou à ce prétoire d'avoir entretenu une relation proche avec le pouvoir. Mais c'est tout naturel, puisqu'à cette époque, bien avant l'indépendance, ces femmes qui pouvaient voyager sans être suspectées par l'administration coloniale cachaient des journaux, cachaient des tracts et même des informations qu'elles donnaient aux leaders panafricains en exil, comme Sylvanus Olympio qui était au Ghana, qui fut d'ailleurs le tout premier président du Togo. Alors, comment pouvons-nous reprocher à ces femmes d'être proches du pouvoir? Est-ce que vous serez capable de faire la même chose? Je ne crois pas. Mesdames, Messieurs, et même après l'indépendance du Togo, ces femmes se sont rapprochées du feu président Gnassingbé Eyadema. Elles sont allées jusqu'à prêter leur Mercedes-Benz pour permettre au Togo d'accueillir des invités de marque, des chefs d'État venant d'autres pays pour sauver l'image de notre nation. Si mes amis ou mes confrères députés à l'époque les reprochent quelque chose, ça ne serait que de la jalousie. Mesdames, Messieurs, retenez bien ceci. En ce qui concerne l'économie de notre pays, je fus économiste dans l'une des institutions de notre très chère nation. Et la mesure de ces femmes était de 40% du secteur informel. Je dis bien 40%. Mesdames, Messieurs, elles ont créé des emplois. Elles ont engagé des jeunes filles, des jeunes femmes. Elles ont fourni les premières main-d'œuvre qualifiées au Togo en envoyant leurs enfants se faire former à l'étranger. Elles ont ensuite inspiré d'autres parents qui ont suivi le même chemin. Ce soir, je ne peux jamais oublier l'apport de ces femmes dans la société togolaise. Du contraire de mon confrère, ces femmes n'ont créé aucune discrimination, ni aucun effritement du tissu social. Mais au contraire, ces femmes ont permis à d'autres femmes au Togo de croire en l'émancipation. Votre honneur, objection. Votre honneur. Silence, s'il vous plaît. Votre honneur. La patience est un chemin d'or. S'il vous plaît. C'est menteur. La patience est un chemin d'or. Je vais prier, monsieur, de me permettre de continuer mon témoignage. Allez-y, la cour est sécurisée. Merci beaucoup. Ces femmes ont été un modèle, un symbole de fierté nationale, prouvant que les femmes, à cette époque où le patriarcat était encore à son paroxysme en Afrique, pouvaient elles également se développer, pouvaient elles également devenir autonomes. Oui, dans cette société, ces femmes ont aidé plusieurs à créer leur petit commerce, plusieurs à devenir également des femmes millionnaires dans ce pays et dans la sous-région.
Monsieur le Président de la Cour, Mesdames, Messieurs les jurés, l'oreille, la bouche qui parle doit avoir pitié de l'oreille qui entend. J'étais indigné, permettez-le-moi. Ce soir, si nous devons retenir quelque chose de mon témoignage, c'était que les Nanabins étaient des femmes déterminées, courageuses, à une époque où les défis étaient encore grandissants pour les femmes, qui ont réussi à faire du commerce de pagne, à devenir millionnaires, qui ont influencé la société de manière positive, l'économie ainsi que la politique. La leçon pour notre génération, c'est que les femmes peuvent, et d'ailleurs ont tous les atouts qu'il faut pour produire de la richesse, sans influence, sans aide d'hommes politiques ou d'hommes tels que ce soit. Et c'est pourquoi ce soir, Mesdames, Messieurs, les membres de ce jury, soit vous êtes à la droite, vous décidez d'être de ceux qui croient que des femmes peuvent entreprendre, que des femmes peuvent être autonomes, influencer toute une nation sans se corrompre. Ou vous décidez d'être à la gauche, d'être de ceux qui pensent que les femmes ne peuvent pas entreprendre, ne peuvent pas progresser sans être corrompues ou sans avoir besoin de l'aide des hommes. Pour ma part, ex-ministre que je suis la droite. À votre question, la question que je vous pose, de quel bord ou de quel côté vous vous placez? Je vous remercie. Merci beaucoup à M. Samuel Afo pour son témoignage. Mais la Cour aimerait également rappeler que bien qu'étant à la gauche de M. Samuel Afo, préfère être au milieu dans cette affaire. Madame le procureur disait tantôt que les Nanabins n'avaient laissé aucun héritage. Heureusement ou malheureusement, sur la liste des témoins dans le cadre de cette affaire se trouve une héritière des Nanabins. Madame Mayala Dabo, si vous êtes présente, la Cour vous prie de bien vouloir livrer votre témoignage en levant la main droite, bien évidemment comme ceux qui vous ont précédés, en jurant solennellement de dire la vérité, rien que la vérité, et surtout ne distinguez pas de gauche ou de droite dans votre témoignage. La Cour vous remercie à l'avance. Je jure de dire la vérité, rien que la vérité, durant tout mon discours. Alors oui, je suis l'héritière directe des Nanabins. Je suis l'héritière de ces femmes dont le nom fait encore frémir l'économie togolaise. Mais je suis surtout l'héritière d'un succès insolent qui, comme toute chose, a connu une fin. Une fin brutale, je l'entends, certainement trop brutale. Mais elles ont fait que ce qu'elles étaient en droit de faire. Conserver leur richesse et leurs sources, garder leur monopole, le fortifier et le maintenir. Et je suis persuadée que beaucoup d'entre vous auraient fait la même chose dans la même situation. Car dans l'exclusivité, il y a une forme de puissance qu'on n'arrive pas vraiment à ignorer. Je le reconnais. Si la clé de leur réussite avait été transmise, capitalisée, alors oui, peut-être que leur commerce aurait pu renaître de ses cendres. Mais ce n'est qu'une histoire humaine. Aujourd'hui encore, dans la société togolaise, j'entends leur nom résonner, comme le symbole de la femme indépendante, brillante et entrepreneuse. Et c'est tout à leur honneur. Et tout naturellement, moi, j'ai hérité de ce nom. J'ai hérité de ce symbole, j'ai hérité de cette légende qui a été construite autour de leur personne. Et tout aussi naturellement, j'ai hérité de ces quelques voitures Benz qui ont fait leur surnom. Et dans leurs millions et milliards, j'ai reçu ma part. Mais c'est une part qui m'a été donnée que par le ius sanguini. Et après avoir dit tout ça, qu'est-ce que vous attendez de moi? Que je me sente coupable? Je ne me sens pas coupable. Je suis la seule à décider du contenu de mon héritage et je ne prends que ce qui me sert. Alors la culpabilité qui vient de leur vanité ne me collera pas à la peau. Leur excès et leur ambition ne sont pas à moi. Regardez l'incendie de 2011. Une image très forte. Un empire qui a été construit sur des décennies qui est réduit en cendres dans quelques instants. Et comme les Togolais pourraient dire, moi,
Quoi dedans? Que voulez-vous que je fasse de cela? Sinon, me rejoindre à Salomon, dans son adage qui dit « Vanité des vanités, tout n'est que vanité » et en tirer une leçon comme vous devriez le faire également. Et ceux qui se disent « Elle n'est peut-être pas fautive, mais elle est responsable », je vous réponds non. Je ne suis ni fautive, ni responsable. Je n'ai rien à dire à toutes ces femmes qui sont restées pauvres alors que les Nana Benz croulaient sur leur argent, même si c'est déplorable. Je n'ai rien à dire à tous ces panafricains qui critiquent leur dépendance vis-à-vis d'un produit purement européen, même si c'est entendable. Je n'ai rien à dire à toutes ces personnes qui critiquent leur vision à court terme et leur incapacité à relever les défis économiques, même si c'est légitime. Je n'ai rien à faire de tout cela. Pourquoi? Parce que je ne suis pas un enfant de la prophétie venu pour réparer les torts de ces femmes. Je ne suis pas une solution par ma simple naissance. Je suis une héritière des Nana Benz. Une héritière directe, oui, mais je ne suis que ça. Et au fond, vous, en vous regardant, je vois également des héritiers de leur histoire. Vous voulez tellement une justice que vous faites une justice différée, en retard, dont les vraies accusées ne sont pas vraiment présentes. Bon, il n'y en a qu'une. Vous n'avez pas la mère, donc vous cherchez la fille. Vous n'avez pas la fille, donc vous faites tout pour trouver la nièce. Vous voulez une coupable, même innocente, vous voulez une coupable pour apaiser vos cœurs. Je ne serai pas cette coupable. Je ne suis qu'une héritière des Nana Benz. C'est tout ce que je suis et c'est tout ce que je resterai. Merci. Merci. Maître, silence. Silence. Oui, monsieur. Si ça continue, je serai obligé d'évacuer la cour et continuer ce procès à huis clos. Oui, m'excusez, monsieur le procureur. Ce sont les émotions. Nous vous excusons. Madame Mayala Dabo, la Cour vous remercie pour votre témoignage. Vous êtes restée indifférente et la Cour peut bien comprendre que dans la délicatesse de cette affaire, il vaut mieux, comme vous l'avez dit, ne rien dire, même si la Cour vous a bien écouté à travers vos mots. Ce procès poursuit son cours et cette fois-ci, nous allons appeler à la barre une personne particulière, en ce sens où elle a transcendé les temps. Elle n'a pas vécu à cette époque des Nana Benz, mais les différents témoignages lui ont permis d'avoir la qualité aujourd'hui de témoin contemporain. Et son témoignage sera très utile dans la manifestation de la vérité dans le cadre de cette affaire. Farida Bouraïma, vous vous êtes déjà reconnu à travers ma description. La Cour n'a qu'à vous prier de lever la main droite, de dire la vérité, rien que la vérité et uniquement que la vérité. Oui, je le jure. La Cour vous écoute. Mesdames et messieurs les membres de la Cour, lorsqu'on parle d'audace féminine, un nom s'impose immédiatement. Les Nana Benz, ces femmes ont bâti au Togo post-colonial un empire commercial qui ont transformé profondément notre économie. Elles ont su métamorphoser de simples pagnes en un symbole puissant de liberté et de dignité. Dans les années 1960 et 1970, ces femmes contrôlaient près de 40% des importations textiles, faisant de Lomé un carrefour commercial incontournable en Afrique de l'Ouest. Que voudrez-vous savoir aujourd'hui à part tout ce que Nana Benz a dit ce soir? Alors moi je suis une témoin contemporaine et je vais faire que dire la vérité ce soir. Alors comme on le disait, sans financement moderne, elles ont su tisser des réseaux reliant Lomé, Accra, Abidjan, Cotonou et Lagos. Ces femmes étaient inspirantes. Elles étaient des femmes battantes qui nous ont donné du courage dans ce monde où dominaient des hommes qui disaient aux femmes dans la société qu'elles n'ont pas leur place parmi eux.
Je suis ici ce soir pour témoigner non seulement en tant qu'entrepreneur, mais aussi en tant que petite fille de Nana Benz. Oui, ma grand-mère Akuyo était de celles qui, avant l'aube, se levait pour contrôler les cargaisons, négocier les devises et inspirer toute une génération. Quelle ingratitude! Quelle ingratitude! Comment peut-on chercher à ternir l'image de ces femmes qui nous ont donné courage et dignité? Rien que d'y penser, mon cœur se serre ce soir. Si je suis entrepreneur aujourd'hui, c'est grâce à elle. Lorsque je crée un produit, quand je signe un contrat, je sais que je marche sur le chemin qu'elles ont tracé pour nous. Ces femmes étaient le pilier de cette société dans les années 1960-70. Je sais que je marche sur le chemin qu'elles ont ouvert. Je le sens chaque fois qu'un homme, lors des réunions, me regarde en souriant, avec un regard condescendant, me disant « Ah, mais qu'est-ce que tu fais dans une réunion? Qu'est-ce que tu fais parmi nous les entrepreneurs ?» Alors je prends courage, car je poursuis le courage des Nana Benz en leur disant « Calmement. Les Nana Benz nous ont donné le courage, donc je poursuis ce courage. Parce qu'elles nous ont prouvé qu'aucune salle de marché, aucun port, aucune négociation n'est réservée qu'aux hommes. Ces femmes n'ont pas créé seulement la richesse. Elles ont éduqué leurs enfants. Elles ont éduqué également les enfants de leur voisinage. Elles ont financé des écoles. Elles ont soutenu des actions communautaires. Et malgré tout cela, certaines personnes ici ce soir veulent remettre en cause leur histoire. Non, je ne ferai pas partie de ces ingrates qui ne sont pas reconnaissantes de cet héritage qu'elles nous ont donné. Nous pouvons voir l'exemple, je cite, Haïté Morine, la dame Haïté Morine. Il y a Alice Niapa, ces femmes qui ont su, à travers cet héritage, transmettre ce savoir que les Nana Benz leur a donné. Mesdames et messieurs, trancher ce soir en disant que les Nana Benz n'ont rien fait pour ce pays, ce serait lâche de votre part. Alors moi je rejoindrai la part de ceux qui savent que les Nana Benz ont vraiment fait quelque chose pour notre pays. Elles ont prouvé que dans un monde où dominaient les hommes, les femmes pouvaient être aussi mécènes, stratèges et chefs d'entreprise. Elles nous ont prouvé que les femmes aussi pouvaient bâtir un empire et changer l'histoire. Mesdames et messieurs, je vous remercie. Veuillez trancher la justice ce soir. Merci. Madame Farida Bouraïma, la Cour vous remercie pour votre témoignage. Et en passant, voudrais également s'assurer que votre cœur ne continue pas de se serrer, puisque la protection des témoins et la sécurité quant à leur bonne santé est également du devoir de cette Cour.